Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal de la télévision TRI TV. Au menu de cette édition, la remise du projet de l'hymne officiel de l'Alliance des États du Sahel au président du Faso. La confédérale est cette composition musicale soumise à l'appréciation du chef de l'État et destinée à représenter fièrement les pays de la Confédération dans le protocole international. Il sera également question dans cette édition de la conférence publique organisée par le mouvement La Convergence des révolutionnaires pour la défense de la patrie. Une conférence consacrée à la promotion des idéaux du père de la révolution burkinabé. Et puis, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains sacrifie au sacro-saint principe de la responsabilité sociale des entreprises. Elle a procédé à la rénovation d'une garderie populaire à Garango dans la province du Boulgou. Occasion pour elle de faire don de vivres aux populations vulnérables de cette commune. L'Alliance des États du Sahel continue de poser les jalons de son identité. Après le drapeau et le logo de la Confédération, l'hymne officiel intitulé La Confédérale a été soumis ce 19 mai à l'appréciation du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, par les ministres en charge de la culture des pays membres de l'AES. La Confédérale est le fruit d'un travail entre des experts du Burkina, du Mali et du Niger. Et le projet a reçu les félicitations du chef de l'État. Plus de précision avec Serge Kabouré. Près de 2 ans après sa création, l'Alliance des États du Sahel continue sa marche triomphale. À la suite du drapeau et du logo de l'espace confédéral, place désormais à l'hymne de l'AES, la confédérale, qui est ici soumise à l'appréciation du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, par les ministres chargés de la culture des pays membres de la Confédération des États du Sahel. Cet hymne du Sahel, c'est une œuvre musicale, poétique, qui incarne les valeurs fondatrices, les âmes communes, mais surtout les ambitions collectives des États du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Il se veut à la fois un repère identitaire, mais surtout un puissant levier pour mobiliser les générations présentes et futures pour la victoire finale. La concrétisation du projet de l'hymne de l'AES intitulé La Confédérale a suivi plusieurs étapes en termes de propositions et de synthèse de plusieurs experts des 3 pays de l'Alliance. Chaque pays a proposé son hymne, un projet, et après les experts se sont retrouvés à Bamako pour travailler, pour produire une synthèse qui a ensuite été validée par mes frères, les ministres de la culture du Niger et du Burkina Faso, et moi-même, et qui a été soumis au général d'armée à Bamako. C'est suite à cette présentation de l'hymne que le général d'armée, le président de la Confédération, Assimi Goïta, nous a demandé de venir soumettre à ses frères du Burkina et du Niger. Conduite par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme de la République du Mali, Mahmoud Dafé, la délégation repart satisfaite de l'appréciation et des encouragements du capitaine Ibrahim Traoré. Le président nous a félicités et nous a encouragés et voilà, on est très honorés. Et cet hymne, c'est véritablement une invite à la résilience des États du Sahel. Et ça va partager vraiment la communauté de destin, mais ça fait la promotion de nos identités communes. Et les prochaines étapes vont être l'appropriation par les fanfares qui vont apprendre en 2 semaines, mais également au niveau des écoles, des scolaires. Et après ça, normalement, dans quelques semaines, nous allons avoir un lancement officiel, synchronisé dans les 3 États du Sahel. À en croire le ministre malien chargé de la culture, les prochaines étapes seront le lancement officiel synchronisé dans les 3 pays, l'appropriation de l'hymne par les fanfares et l'apprentissage dans les établissements scolaires des pays de l'AES.
En marge de l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et de la célébration du 42e anniversaire de la journée anti-impérialiste de la jeunesse burkinabé, la Convergence des révolutionnaires pour la défense de la patrie a organisé une conférence publique en toile de fond, la place et le rôle de la jeunesse dans la révolution populaire et progressiste. Une conférence animée par des panafricanistes de divers horizons et qui vise à mobiliser davantage de jeunes en faveur de la lutte pour la souveraineté, l'indépendance et les actions de développement du continent. Le compte rendu est de Serge Bassolé. Visionnaire hors pair, tu l'as été. Formidable producteur d'idées, tu l'as été, mon capitaine. Parler du capitaine Thomas Sankara, le père de la révolution d'août 1983, suscite parfois des vives émotions chez des proches collaborateurs, des personnes qui l'ont côtoyé ou connu, à l'image de Sita Tarbagdo. À l'occasion de la présente conférence anti-impérialiste, le conférencier Tarbagdo, animé d'une grande émotion et face aux lycéens, a présenté dans sa communication la biographie du capitaine Noël Isidore Thomas Sankara. Visionnaire hors pair, tu l'as été. Formidable producteur d'idées, tu l'as été, mon capitaine. Maintenant que se concrétise partout, surtout au Burkina Faso, ta célèbre et intime conviction. Tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable par l'homme. Sankara fut cet officier burkinabé qui a mené une vie rangée, faite de simplicité et d'exigence morale, faite d'engagement et de combat. La deuxième communication à cette conférence anti-impérialiste a porté sur la thématique centrale, à savoir le rôle et la place de la jeunesse dans la révolution populaire et progressiste. Pour le communicateur Mahamadi Sawadogo, la jeunesse a toujours joué un rôle déterminant dans toute révolution. Le capitaine Ibrahim Traoré a proclamé la révolution populaire progressiste. C'est une invite à la jeunesse actuelle de s'inspirer de ce qui s'est passé hier pour mieux prendre leur place aujourd'hui et jouer comme il se doit leur rôle dans la révolution progressiste populaire. Le secrétaire général du CRDP, Convergence des révolutionnaires pour la défense de la patrie, a pour sa part présenté dans son exposé la vision du capitaine Thomas Sankara sur l'éducation. Au dire de Rasmane Ouedraogo, la révolution pour les élèves se caractérisait par la discipline et le travail. Que ce soit la jeunesse ou les jeunes de l'école, ils ont un rôle de bien apprendre, d'être responsables, de savoir que leurs parents se sacrifient pour eux, de savoir que demain, si on a des dirigeants corrompus, c'est parce qu'ils l'ont été dès le jeune âge. S'ils sont des jeunes révolutionnaires, c'est maintenant qu'il faut l'apprendre. Donc c'est de leur rappeler leur rôle, c'est de leur rappeler leurs responsabilités qui sont partagées. La présente conférence anti-impérialiste de ce jour s'est tenue dans les locaux du lycée Thomas Sankara. Le proviseur et les élèves de cet établissement ont pour leur part apprécié ce choix et partant de là, les thématiques développées. Je pense qu'au lycée Thomas Sankara, nous on se réjouit énormément de la venue de ces camarades doyens, de ces camarades pétris en tout cas de connaissances aujourd'hui, pour davantage renforcer les compétences, les capacités de nos élèves à être de plus en plus opérationnels, en tout cas quand il s'agira de soutenir, d'apporter leurs contributions à la révolution. On a trouvé que c'était vraiment intéressant parce que ça nous a vraiment permis de nous remémorer ces instants qui s'est passé le 20 mai 1983. On est vraiment déterminés à mener bien cette initiative parce que ça nous concerne. Il a été procédé au cours de cette activité à une remise du drapeau national ainsi qu'un exemplaire du DOP au premier responsable de l'établissement. En outre, une remise symbolique d'exemplaires du discours d'orientation politique DOP s'est faite à l'endroit des élèves.
Une délégation du ministère de l'économie et des finances était aujourd'hui au musée national. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition du mois du patrimoine burkinabé et une occasion saisie par le ministre Aboubakar Nakanabo et ses collaborateurs pour s'imprégner de l'histoire, des traditions et des savoir-faire ancestraux des différentes communautés du pays. Le film de cette visite avec Sanata Séré. Une délégation du ministère de l'économie et des finances avec en sa tête le ministre Aboubakar Nakanabo en immersion au musée national. Cette visite culturelle qui s'inscrit dans le cadre du mois du patrimoine burkinabé a permis au ministre chargé de l'économie et ses collaborateurs de découvrir l'histoire, la culture et les savoirs ancestraux des différentes communautés du Burkina Faso. Pour le premier responsable du département de l'économie et des finances, ce mois du patrimoine burkinabé est une occasion pour chaque Burkinabé de se replonger dans son histoire, sa culture, afin de mieux la connaître et contribuer davantage à sa valorisation. La culture, c'est le socle de tout développement. Et quand on maîtrise la mémoire, on peut mieux négocier l'avenir. Et si on ne maîtrise pas notre mémoire, c'est d'autres qui vont négocier l'avenir à notre place. Et ce n'est pas évident que ça corresponde à ce qu'on veut. Donc c'est pour cela qu'au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous avons décidé aujourd'hui, toutes les grandes directions du ministère, de faire un tour au musée national, visiter ce qui se trouve et faire en sorte que ça soit un déclic pour que chacun, à son niveau, se dise qu'à tout moment, les week-ends, on peut passer en famille, visiter le musée pour mieux découvrir notre histoire. Nous avons encore beaucoup à apprendre de notre culture. Notre culture a beaucoup à nous donner et c'est vraiment l'opportunité pour chacun de profiter, se replonger dans l'histoire, mieux comprendre la culture pour mieux s'organiser donc pour l'avenir. Cette visite guidée était une aubaine pour les visiteurs du jour d'approfondir leur compréhension des pratiques culturelles burkinabées, de l'exposition temporaire sur les ustensiles traditionnels de cuisine aux habitats traditionnels, en passant par les masques des différentes communautés. Le ministre Aboubakar Nakanabo dit être émerveillé par la richesse culturelle qui regorge le Burkina Faso. Après cette visite, nous avons véritablement découvert beaucoup de choses, en commençant par l'exposition sur tout ce qui concerne donc la cuisine. Et nous avons également pu visiter les différents habitats des différentes ethnies du Burkina, des différents groupes ethniques du Burkina. Ça nous a beaucoup édifiés. Et là, nous sommes donc dans la salle d'exposition où nous avons pu voir des masques, des instruments de musique qui montrent que notre culture est très riche et notre patrimoine culturel mérite d'être valorisé. Nous sommes convaincus qu'en valorisant le patrimoine culturel, nous travaillons à un essor économique certain. Quand vous regardez les pays qui ont pu se développer, sont des pays qui se sont appuyés sur leur patrimoine culturel, que ce soit le patrimoine matériel ou le patrimoine immatériel. Le ministre de l'économie et des finances a saisi cette occasion pour féliciter le premier responsable du musée national et son personnel pour les efforts consentis dans le cadre de la valorisation de la culture burkinabé. Cette visite culturelle s'est achevée par la signature du livre d'or du musée national par le ministre Aboubakar Nakanabo et la ministre déléguée chargée du budget, Fatimata Bako Traoré. Retour dans cette édition sur la célébration de la journée des coutumes et traditions du Burkina Faso. Tous se sont accordés à dire que les traditions restent essentielles dans nos communautés. Et le thème de cette année en dit long sur leur importance. Coutumes et traditions, enjeux et défis dans l'édification d'une nation était du reste le sujet abordé par Geoffra Var et ses invités dans le journal du dimanche soir. La synthèse des interventions avec Toubon Fabrice Dabiré. Le Burkina Faso a célébré pour la deuxième fois le 15 mai dernier la journée des coutumes et traditions. Par quel mécanisme les coutumes et traditions peuvent-elles contribuer à l'édification de la nation burkinabé? Les invités du JDS de ce 18 mai tentent de donner du contenu aux notions de coutumes et traditions. Pour le Sonkol Naba Kanga, il est impossible de dissocier ces deux notions. La tradition en elle-même, c'est quoi? C'est le résultat ou bien la solution que nos ancêtres ont trouvée par rapport à leur époque. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc forcément, les approches ne seront pas pareilles. Mais on tire tout de l'identité culturelle. Comprenez par là que toutes les autres composantes qu'on a sur cette société sont des conséquences donc de cette culture. Les définitions sont assez simples si on replonge dans l'authenticité. Kodomde, Rogomik, culture, donc tradition. Il y a un auteur qui dit que la culture d'un peuple est composée de 3 couches.
Il y a la couche superficielle. La couche superficielle, c'est ce qu'on voit. Par exemple, quand on voit le Naba avec le bonnet, quand on nous voit avec nos habits, on sait qu'on est le Burkinabé. Quand on nous voit manger le babena, le gauré, ça c'est ce qu'on voit. Ça c'est la première couche. La deuxième couche, ce sont les valeurs. Par exemple, comme un Mouaga, il traite un adulte, comment il se marie. Ça c'est la deuxième couche. Ça veut dire qu'il faut gratter la première pour atteindre. Mais il y a un noyau dur. Et le noyau dur de la culture, ce n'est pas tout le monde qui peut y accéder. Mais il explique que ce noyau dur-là est jalousement gardé. Et c'est ce noyau dur qui doit nous permettre de nous en sortir lorsque nous sommes face à une difficulté existentielle. L'Africain, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a assis sur une culture africaine et qui force son identité, qui force sa conscience, qui force sa personnalité. Voilà. Et tout ça, c'est-à-dire c'est organisé donc autour d'un système culturel qu'on appelle la coutume et qui se transmet de génération en génération. Mais la tradition ici, c'est-à-dire c'est le fait ici, c'est-à-dire que de se replier sur ces pratiques du passé. Quand on parle de tradition, ça renvoie à l'idée de passé. Voilà, ce qui était hier, voilà, et qui peut être aujourd'hui, mais sans être hier. C'est ça la tradition. Les invités du journal du dimanche soir soutiennent unanimement que les sociétés africaines, la société burkinabé y compris, ont perdu certaines valeurs. Et l'effritement de ces valeurs est dû à la modernité avec son corollaire de subdivision de la grande famille en famille nucléaire et d'individualisme. Moi je dis souvent, certains chefs, tu as l'impression que au fait, les chefs sont devenus en réalité comme des spectateurs de l'éducation. Et c'est quand ça chauffe qu'on vient vers le chef Naba Oubi Kama. Le Moro Naba a bien précisé, Oubi Barama Toubou Kama. Parce que les parents en eux-mêmes, ils ont besoin d'éducation. Le rangement peut s'expliquer, ça dit que par quoi? D'abord par la famille, qui est l'unité, donc la cellule de base de la société, où la première éducation de l'enfant se fait dans la famille. Et c'est que donc les sociologues appellent la socialisation primaire. Et là aussi, quel est l'état de nos familles aujourd'hui? Ce sont des familles presque disloquées, déstabilisées ou des familles instables. Voilà. Avant, c'était donc des familles élargies où il y avait l'oncle, la tante, en même temps, tout le monde était là et tout le monde participait à l'éducation de l'enfant. Maintenant, des gens qui insultent des chefs, qui insultent les gens qui ont l'âge de leurs parents. Avant, ça ne se faisait pas. Parce que si tu insultes le papa de quelqu'un et ton propre papa en temps, mais tu es mort. Puisqu'il va dire que c'est lui que tu as insulté. Et quand tu vas sortir, mal te comporter, on ne va pas parler de toi. Toi, tu n'es rien. On va parler de ton papa. Il y a Zarbi, c'est l'enfant d'un tel. Les invités du JDS recommandent donc l'enseignement de nos coutumes et traditions dans les différentes familles ainsi qu'à l'école en vue d'une réappropriation de nos valeurs sociales qui en sont issus. C'est le 6 mars 2024 que le gouvernement burkinabé a, à travers une décision prise en Conseil des ministres, décidé que le 15 mai de chaque année sera célébré sur toute l'étendue du territoire national la journée des coutumes et traditions. La Société nationale d'aménagement des terrains urbains Sonature s'assume dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Elle a entièrement rénové la garderie populaire Bissongo de la ville de Garango et procédé à sa remise officielle. Elle en a profité pour faire une autre œuvre fort utile par ces temps qui courent, la remise de vivres à des personnes vulnérables de la commune. Les précisions dans ce reportage de Dorothée Bambara. Pas de danse et le sourire aux lèvres, un signe de gratitude à la Société nationale d'aménagement des terrains urbains Sonature pour la rénovation de leur garderie populaire Bissongo, autrefois dans un état de délabrement. La concrétisation de cette initiative remarquable de la Sonature fait suite à une visite du directeur général le 15 avril 2024 à la demande de la délégation spéciale de la commune en raison de l'état dégradé de ce cadre d'éveil. Ce acte de générosité a permis la réfection du mur de clôture, la reprise de la charpente, la pose des carreaux, la réhabilitation des balançoires et la construction de nouvelles toilettes pour un coût total de 17 millions de francs CFA. Ces actions témoignent l'engagement profond de la Sonature envers l'éducation, pilier essentiel pour le progrès et le développement durable de la commune de Garango. L'engagement de poser un acte
qui va entrer dans le cadre de notre politique de responsabilité sociétale des entreprises, à savoir en tout cas et contribuer au développement de la localité. L'une des actions qu'on a pu en tout cas poser, c'est la rénovation des sites de la garderie populaire, appelée communément Bissongo, qu'on avait identifié au préalable, qui était en un état délabré. Donc nous avons tenu vraiment à apporter notre contribution en rénovant ces cadres qui va servir en tout cas un cadre d'épanouissement de nos tout petits. Lors de cette remise significative, le président de la délégation spéciale de la commune au nom de la population de Garango a traduit ses remerciements à la Sonature pour la réhabilitation de cette garderie qui représente un véritable facteur de promotion de l'éducation de la petite enfance. Engagement est donc pris par Timothée Zombré pour une bonne gestion de ce cadre d'apprentissage. Cette garderie, désormais réhabilitée, est un précieux outil d'accompagnement pour de nombreuses familles. Elle contribuera sans nul doute à renforcer l'éducation préscolaire et surtout à alléger la charge des parents, notamment des mères, dans leurs activités quotidiennes. Pour ma part, en tant qu'autorité locale, je prends l'engagement de veiller à la bonne gestion de cette garderie afin qu'elle puisse servir durablement les enfants de la commune de Garango. La rénovation de la garderie Bissongo de Garango a été bien accueillie par sa première responsable. Le nouveau visage de ce centre d'éveil vient à point nommé car elle va contribuer à pallier leurs difficultés d'antan, a déclaré Zinabou Zouri. Ce n'était pas facile pour nous. Pour qu'un enfant sorte comme ça, vraiment, c'est pas facile. Comme on est trois, si l'enfant veut sortir, un de la petite maman sort avec l'enfant là, regardez ce qu'elle veut faire. Si les parents ne sont pas venus, c'est nous-mêmes qui partons aller donner les enfants là à la maison. On remercie la Sonature, on n'a pas de bouche même pour parler. Voilà, on dit que si la farine est remplie de la bouche, tu ne peux même pas parler encore. Voilà, on lui remercie beaucoup. On souhaite que Dieu lui fasse un bon vent pour eux. Couplé à cette remise officielle, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains a offert 5 tonnes de vivres composés de riz et de maïs aux personnes vulnérables de la commune. Ces différentes réalisations de la Sonature interviennent dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise. Et puis en sport football, la 30e et dernière journée du championnat national de Ligue 1 s'est jouée au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. L'Union sportive des forces armées était aux prises avec l'étoile filante de Ouagadougou. Elle a du reste remporté la victoire sur le score de 3-1. Les précisions avec Yacinthe Sawadougou. C'est un score sans appel de 3-1 que l'Union sportive des forces armées inflige à l'étoile filante de Ouagadougou. Nous jouons la 30e et dernière journée de la Ligue 1. Dès l'entame du match, les Bidas montrent clairement leurs ambitions, celle de repartir avec le gain du match. 6e minute, sur un coup franc, Patrick Malo met toute sa force à contribution pour ouvrir le score. Un score qui restera inchangé jusqu'à la pause. En seconde partie, les étoilés reviennent en force. Il a fallu quelques minutes pour voir l'égalisation de la reine des stades. Une œuvre de Rufenzio. Les militaires vont prendre l'avantage par l'entremise d'Abdoul Karim Baguian. Et Ismaël Nambalbeda pour conclure. L'effort a été malmené. Oui, l'étoile filante de Ouagadougou a été aussi ridicule. La bonne nouvelle, c'est tout simplement son maintien. Une saison cauchemardesque selon les premiers responsables. Ce que je sais, c'est que spirituellement, Dieu n'a jamais dit qu'on ne souffre pas. Voilà. Maintenant, après, c'est des leçons pour nous tous. On doit se réorganiser, on doit revoir beaucoup de choses. Et tout le monde sait. Je ne sais pas si on continue ou pas, mais le plus important, c'est l'objectif qui est là, l'objectif atteint. Je pense que les dirigeants savent ce qu'ils ont vécu aussi. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Tout le monde doit faire son meilleur qu'il peut pour voir ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon. Et puis, l'effort va revenir plus fort. Mais ce que je retiens, il faut organiser, il faut former aussi. On a frôlé l'humiliation, il faut être humble. Tout ce qui s'est passé, c'est vraiment une saison catastrophique. Il y a longtemps, on n'a pas vécu cette saison, mais ça pourrait s'expliquer. Et je pense qu'en termes de perspective, il faudra penser à renouveler, à injecter du sang neuf dans cette équipe. Et je pense que l'année prochaine, vous allez voir une nouvelle figure.
ça sera une étoile qui va bien filer. Depuis que je suis né, je n'ai pas vu l'étoile tapis comme ça. Ce soir-là, c'est les enfants, je vais parler, c'est un petit enfant, ils n'ont pas joué. C'est Dieu qui nous a sauvés avec son appel. On doit à Dieu à son appel. C'est le temps de tomber ce soir. Et sincèrement, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de verser des larmes. Le temps ne mérite pas ce qu'on vit là. Les banques ne vont pas nous sauver. Il y a des balayages. Balayage à tous les niveaux, il faut que le temps trouve son âme. Ça, je le dis, en tant que doyen, on ne va pas s'asseoir, continuer chaque année à vivre à peu près. Le président du conseil d'administration de l'EFO, Idrissa Sinaré, fait un clin d'œil au corps arbitral qui, selon lui, n'ont pas été aussi partiels à un moment. Moi, je ne critique pas, mais les hommes en noir, certains hommes en noir, moi je pense qu'il faut revoir. Je parle sans langue de bois, il faut qu'on se dise la vérité. Et on a tout fait. Il y a des vidéos, des clés qu'on a amenées pour discuter avec le comité central. Ce n'est pas comme ça que nous souhaitons qu'on arbitre les matchs de l'EFO. On s'est plaint. Moi, j'ai fait un écrit. On est allé pour comprendre les nouveaux règlements, comment ça se passe. Mais les choses n'ont pas évolué. À Zignaré, on s'est fait trucider. Et c'est l'ensemble de la saison. Moi, j'ai les clés à chaque match. Moi, j'ai les images. Il faut quand même que les gens reviennent à la raison. Si on veut un football de qualité, il n'y a pas de raison qu'on nous fasse vivre ce qu'on a vécu. El Hadj Mahamadou Lamine Kwanda, ancien dirigeant de l'EFO, indexe les joueurs. Selon lui, ils sont nombreux qui ne doivent plus faire partir de la famille bleu et blanc. Il interpelle également les dirigeants actuels. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est le joueur même qui ne mérite pas le maillot de l'étoile. Il faut qu'on parle honnêtement. Il y a des joueurs qui ne méritent pas le maillot de l'étoile. Il faut retirer le maillot là dans les bras, trouver d'autres joueurs. Autour des dirigeants aussi, les dirigeants qui vont venir à l'étoile, ils ne sont pas capables de payer sa cotisation, ils ne sont pas capables de penser qu'il y a sa famille, ses enfants sur l'étoile, mieux vaut ne pas venir. Parce que soit l'étoile aura le soutien de l'État comme dans notre pays, soit ceux qui viennent à l'étoile doivent savoir qu'après sa famille, ses enfants, l'étoile a un part de son gain. Ne pas conduire l'équipe de l'étoile mais vide, pas possible. Donc l'organisation existe, mais il manque des manquants pour accompagner l'organisation. Fini la saison 2024-2025, place au bilan et pourquoi pas les perspectives. En tout cas, l'étoile filante de Ouagadougou a beaucoup de leçons à tirer de cette saison. La famille bleu et blanc a un très bon moment pour s'asseoir, discuter, se préparer et bien pour la nouvelle saison à venir. Et nous ouvrons à présent la page internationale de cette édition. L'Organisation mondiale de la santé a adopté lors de sa 78e assemblée le premier accord mondial sur les pandémies, une décision motivée par l'objectif de rendre le monde plus sûr et plus équitable face aux futures pandémies. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa prend les devants afin de réinitialiser et de revitaliser les relations bilatérales entre son pays et les États-Unis. Le président sud-africain s'est rendu à Washington pour rencontrer son homologue américain Donald Trump. Et puis, la Cour internationale de justice met fin au litige entre la Guinée équatoriale et le Gabon à propos des îlots de Mbagné, Cocotier et Conga. Elle a rendu son verdict en faveur de la Guinée équatoriale. Plus de détails dans le récit de Chimène Djeneba Berté et Serge Kaboré. La Cour internationale de justice a enlevé le doute territorial qui plane entre Malabo et Libreville. Elle a reconnu la souveraineté de la Guinée équatoriale sur les îlots de Mbagné, Cocotier et Conga, mettant ainsi fin au litige qui oppose la Guinée équatoriale au Gabon depuis les années 1970. Pour les observateurs, ce jugement met fin à un épisode de tension diplomatique persistante entre les deux pays voisins tout en posant un saut important dans l'arbitrage des différents frontaliers en Afrique.
Dans le but de réinitialiser et de revitaliser les relations bilatérales entre l'Afrique du Sud et les États-Unis, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu à Washington pour y rencontrer le président américain Donald Trump. Cette rencontre intervient après que les États-Unis aient accueilli 59 Sud-Africains en tant que réfugiés qui, selon l'administration Trump, étaient persécutés en Afrique du Sud en raison de leur race. L'Afrique du Sud, à son tour, a nié ces allégations, affirmant qu'aucun Sud-Africain n'était persécuté. Une étape importante a été franchie pour le renforcement des relations entre le Liban et les pays arabes. Le nouveau président libanais Joseph Aoun a été reçu lundi au Caire par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi afin de rétablir des liens solides avec le monde arabe qui s'était détérioré en partie à cause de l'influence croissante du Hezbollah. Cette visite au Caire s'inscrit dans une série de démarches diplomatiques entreprises par le nouveau pouvoir libanais pour sortir le pays de son isolement régional et restaurer la confiance de ses partenaires arabes. Une cargaison constituée de 5 camions transportant de l'aide humanitaire est entrée à Gaza ce mardi par le Kerem Shalom, un passage dans le sud de la bande située entre la frontière entre Israël et l'Égypte. C'est une première livraison depuis le 2 mars, date à laquelle Israël a bloqué l'accès à la bande de Gaza. Après 11 semaines de blocus, Israël a autorisé l'entrée d'une quantité limitée de provisions à Gaza, soit des aliments pour nourrissons ainsi que des produits de première nécessité. La 78e Assemblée mondiale de la santé a officiellement adopté aujourd'hui par consensus le premier accord mondial sur les pandémies. Les États membres de l'organisation ont abouti à cette décision après plus de 3 ans de négociations intensives lancées par les gouvernements en réponse aux effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19 et motivés par l'objectif de rendre le monde plus sûr face aux futures pandémies et plus équitable dans la riposte à ces pandémies. Cet accord est une victoire pour la santé publique, la science et l'action multilatérale selon le directeur général de l'OMS. L'Assemblée mondiale de la santé devrait se pencher également sur le déficit en personnel de santé. Le monde pourrait faire face à une pénurie de 11 millions de professionnels de santé d'ici à 2030. Ce fait de société pour refermer cette édition. En France, un camion qui transportait un chargement de drogue a été braqué par plusieurs personnes dans une station-service. Les trafiquants lésés ont eu une idée pour le moins inhabituelle, appelé la police et la gendarmerie pour signaler le vol. Ils ont alors fourni des éléments sur le camion et sa cargaison, ce qui a permis du reste aux gendarmes de les retrouver quelques heures plus tard, car le poids lourd comme la drogue était muni de balises GPS. Finalement, ce sont 9 tonnes de résine de cannabis qui ont été retrouvées et saisies tout naturellement. Et tout naturellement donc, les trafiquants et les braqueurs ont tous été arrêtés et transférés devant les juridictions, devant lesquelles ils répondront chacun de leurs délits. Une histoire qui rappelle celle du voleur volé et comme l'a écrit l'historien malien Massan Makan Diabaté dans son livre intitulé « Le boucher de Kouta », toutes les nuits appartiennent au voleur, excepté celle où il est pris. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et toute l'équipe vous souhaite une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision 3TV.